Salutations et bienvenue dans ce deuxième épisode de ce nouveau format qui n'avait toujours pas de nom. Alors dans le premier épisode, vous m'avez donné plein d'idées dans les commentaires et vous avez aussi été assez nombreuses et nombreux à me dire que le nom que j'avais donné à cette sorte de format sur Instagram était bien. Alors je vais le garder et du coup bienvenue dans ce deuxième épisode des Kékessés. Et vous remarquerez que cette fois, je n'ai rien à observer là, maintenant, tout de suite, mais c'est parce que pour cet épisode, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée vers avril, et qui est assez cocasse. J'étais dehors, en train de profiter de l'air printanier, qui s'installait au fur et à mesure. Voilà, je me réchauffais au soleil. Non, c'était fort sympathique. Et puis soudain, mon regard est attiré par un insecte qui était tombé par terre. Qui gisait là, retourné sur le dos, donc clairement la marque que ça va pas du tout. De loin, je me dis, oh, c'est une guêpe ou une abeille, et cette bestiole avait ces petits remous de l'abdomen caractéristiques de ce genre de bestiole qui est en train de mourir. Donc évidemment, je suis attristée dans un premier temps, mais très rapidement, je me reprends et je me dis, chouette, une bestiole morte, c'est une bestiole plus facile à observer. Désolée. Je me lève, je vais donc prendre délicatement cette pauvre petite bête agonisante et je la pose sur une table pour mieux l'observer après avec ma petite caméra microscope. Le problème, c'est que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Sachant que en fait, la caméra se branche sur le téléphone pour fonctionner, et là où ça se branche, c'est le même endroit que là où il faut le charger. Donc j'ai été obligée de le charger au moins un petit peu pour pouvoir prendre les photos adéquates. Donc de toute façon, la bestiole, clairement, elle allait pas aller bien loin, elle était encore en train de trembloter, elle bougeait plus, elle essayait même plus de s'envoler, ni quoi que ce soit. Bon, en m'approchant, j'avais vu que c'était une abeille, manifestement. Et puis bon, je vaque à mes occupations, je branche mon téléphone, j'attends d'avoir un petit peu de batterie pour pouvoir brancher le matériel. Et puis je détache mon regard de la bestiole quelques instants, 2 minutes, tout au plus. Et puis, je repose mon regard dessus. Et là, horreur! Mais vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La bestiole avait l'abdomen explosé. Son abdomen avait explosé. Il y avait un truc qui sortait, c'était... Oh mon Dieu! Ah! Oh le choc! Oh quelle horreur! C'était... Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ni une ni deux, je décide que mon téléphone portable est bien assez chargé comme ça, et je branche donc ma petite caméra microscope pour pouvoir prendre quelques prises de vue. Et voilà ce que j'observe. C'est sympa, hein? Alors à ce stade-là, je suis entre effroi, dégoût et totale fascination. Voilà, j'ai bugué totalement. Alors évidemment, ma première idée, ça a été peut-être que c'est un parasite, puisque c'est pas rare qu'il y ait un parasite dans un autre qui va grignoter au fur et à mesure l'abdomen et puis qui finalement va décider de sortir en faisant exploser l'abdomen et en tuant l'hôte sur place. Voilà, c'est pas rare, j'ai fait quelques épisodes déjà là-dessus, ils sont chez String Theory, il suffit de voir la guêpe et la coccinelle ou la mouche et le grillon, si vous voulez je vous mets les liens dans la description pour voir ces épisodes-là. C'est possible, mais ça semble pas bouger. Ou alors c'est une feinte, je sais pas, j'ai un peu peur que ça m'attaque. Je sais pas, c'est bizarre. Alors du coup, évidemment, pour éclaircir un petit peu le mystère, je vais voir les copains du Café des Sciences. Alors un petit peu paniqué, je leur explique l'histoire, je leur balance des photos, et puis là on me dit ah oui en effet, je pose une petite colle quand même, alors on essaie un petit peu d'investiguer, de voir les différentes hypothèses, etc. J'apprends qu'il y a en effet des parasites d'abeilles, mais ça semble pas être ça, vraiment, et puis non, visuellement non c'est pas ça. C'est pas ça, c'est très bizarre mais c'est pas ça, et bon, on n'arrive pas vraiment à trouver une réponse comme ça. Et puis, pendant qu'au Café des Sciences, on est en train de voir ça ensemble, je me dis, attends, parasite, Pierre Carner. C'est pas comme si cette personne n'avait pas écrit un bouquin entier sur les parasites. Donc allons-y. Donc je contacte Pierre, je lui explique l'histoire, je lui envoie la photo, etc. Et il fait, waouh.
Ah, on est d'accord. C'est bizarre. Bon, les minutes passent, j'imagine que Pierre est en train de chercher pendant ce temps-là, et pendant ce temps-là, on continue un petit peu à chercher du côté du Café des Sciences. Il doit bien se passer 5 minutes avant que mon téléphone se remette à vibrer. C'est un nouveau message de Pierre qui me dit Bon, ok. C'est sa bite. « Comment vous dire que... J'étais contente que l'énigme soit réglée, mais j'ai piqué un bon fou rire. Voici, mesdames et messieurs, une bite d'abeille. Alors désolé pour cette grossièreté, hein, mais c'est texto les mots de Pierre. Donc moi je m'adapte au langage des spécialistes. Personnellement, c'était la première fois que je voyais une abeille mâle, ou en tout cas en ayant vraiment conscience. En même temps, là, ça sautait un petit peu aux yeux quand même. Mais de votre côté, si vous voulez les reconnaître, en fait, c'est assez facile. S'ils ne mettent pas comme ça en valeur leur organe reproducteur, il suffit de regarder leur tête, parce que leur tête est très particulière. En fait, ils ont des yeux qui sont immenses par rapport aux abeilles, aux ouvrières. Des yeux tellement immenses qu'ils se rejoignent au-dessus de la tête. Donc ça se voit très très bien sur les images que j'ai prises. Autre différence par rapport aux ouvrières, mais qui cette fois est un petit peu plus difficile à détecter, c'est que les faux-bourdons n'ont pas d'aiguillon, donc aucune chance qu'ils vous piquent. Ça c'est sûr. Vous ne les verrez jamais non plus collecter de nectar ni de pollen. En fait, leur seul but, c'est de féconder une future reine. C'est tout. D'ailleurs, leur anatomie est très adaptée à ce rôle. Ses grands yeux, justement, ses caractéristiques, ça lui permet de repérer sa belle au loin, dans les airs. Voilà, vraiment, il a une vision plus développée et il aurait aussi une plus grande endurance de vol. Donc vraiment, il est fait pour ça. Les mâles ont une vie uniquement dédiée à la reproduction, et c'est pas une exagération, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ils meurent très peu de temps après l'accouplement. C'est sûrement ce qui est arrivé à notre petit sujet d'observation. Il est mort après avoir atteint le but de sa vie, hein, finalement, et il est sûrement mort heureux. En tout cas, je me plais à le croire. La partie qu'il nous montre fièrement dans son dernier souffle, c'est donc bel et bien son organe reproducteur, qui s'appelle l'endophallus, parce que c'est un pénis qui normalement est rentré à l'intérieur de l'abdomen, hein, tout bien caché. Mais il semblerait que ça soit pas l'entièreté de l'organe reproducteur que l'on voit. Parce que ce que l'on voit, c'est un pénis, mais qui n'est pas totalement gonflé. Et normalement, voilà ce que ça donne en entier. Alors déjà que de base je trouvais ça gros, là ça fait presque peur hein, quand même. C'est perturbant. Bon de toute façon, même si notre petit mâle avait fait tous les efforts du monde, à mon avis on n'aurait pas pu en voir beaucoup plus. Parce que il est possible qu'il en manque une partie. Alors là on peut pas trop voir et on peut pas tellement vérifier, mais pourquoi j'ai ce doute? Eh bien c'est parce que l'accouplement des abeilles est pas très délicat. Ça dure que quelques secondes dans les airs, comme ça, et c'est plus ou moins explosif. C'est même carrément explosif en fait, parce que l'éjaculation est tellement forte qu'une partie de l'endophallus est déchirée, et une partie du pénis reste à l'intérieur de la femelle. Donc, à mon avis, il n'est pas vraiment complet, quoi. Bon voilà, ça c'est le destin des mâles qui se reproduisent, ils meurent juste après l'accouplement. Mais il peut arriver qu'ils ne se reproduisent pas, et donc qu'ils ne meurent pas. Sauf qu'à la fin de l'été, ils se font virer de la ruche par les ouvrières. Bah oui, parce que arrivé à la fin de l'été, la ruche se prépare à l'hiver, et on fait le ménage de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire à la survie de la ruche. Et les mâles, comme je vous le disais précédemment, ça sert à rien dans la ruche. Ils ne collectent pas de nectar, ni de pollen, ni quoi que ce soit. Tout ce qu'ils font, c'est boulotter le dur labeur des ouvrières. C'est un peu des parasites, en somme. Alors, en période de reproduction, on les tolère, mais à l'arrivée de l'hiver, on fait le ménage. Allez hop là, tu sers à rien, nous on veut survivre l'hiver, au revoir monsieur. C'est triste, mais c'est la nature. Hein. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de leur mort, parlons de leur naissance, parce que ça aussi, c'est très intéressant. Les faux-bourdons sont issus de parthénogenèse arénotoque, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'œufs non fécondés.
Et d'ailleurs, quand de leur côté les ouvrières sont diploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont 2 exemplaires de chaque chromosome dans leur génome, les mâles, eux, sont haploïdes, donc ils ont qu'un seul exemplaire de chaque chromosome dans leur génome. C'est-à-dire que ils ont l'exemplaire de leur mère, et c'est tout. La mère qui peut donc être la reine, mais aussi les ouvrières. Et oui, les ouvrières peuvent pondre aussi par parthénogenèse arénotoque, donc du coup ça va donner que des mâles, même s'il y a certaines espèces d'abeilles miellifères qui peuvent aussi donner des parthénogenèses télitoques, donc qui peuvent donner des femelles, mais ça semble un petit peu plus rare. Donc voilà, les ouvrières peuvent pondre aussi. Alors dans certains cas, hein, pas tout le temps, c'est quand la reine commence à un petit peu moins pondre, elle commence à un peu fatiguer, ou alors que la reine est carrément plus dans la ruche, eh bien les ouvrières peuvent se mettre à pondre elles aussi. Et moi, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça dingue. Bon, clairement, les abeilles, c'est un sujet extrêmement vaste et j'aimerais bien faire un épisode beaucoup plus approfondi là-dessus. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que m'a appris cette rencontre impromptue avec ce petit faux-bourdon mort dans l'exercice de ses fonctions. Après mes observations, j'ai déposé son petit corps sans vie près des fleurs de fraisier, pensant que peut-être que ça lui ferait plaisir de croiser encore ses congénères ouvrières qui butinent à côté de lui. Je suis une sentimentale, que voulez-vous. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, vous connaissez la chanson. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. Tchuss!